Alors, bonjour les élèves. Alors, nous sommes rendus au deuxième vidéo sur trois sur le module 5 qui parle des gaz. Alors, dans le premier vidéo, on avait vu les différentes propriétés des gaz, on avait parlé des changements d'état de la matière et on avait vu la loi de Boyle-Mariotte qui fait le lien ou qui explique la relation entre le volume et la pression. Donc, j'espère que ça a bien été avec le devoir. Dans cette leçon, ça va être un peu la suite. On va voir la loi de Charles qui fait le lien entre le volume et la température. On va voir la loi de Gay-Lussac qui fait le lien entre la pression et la température. Et on va voir la loi générale des gaz qui est un peu la combinaison des trois différentes lois des trois scientifiques. Alors, vous pouvez prendre vos notes. On va débuter. On est rendu à la section 5.4.2, la loi de Charles. Donc, la loi de Charles dit qu'une augmentation de température d'un gaz a pour effet d'augmenter la vitesse des molécules. Lorsque vous augmentez une température, les molécules de gaz ont tendance à gagner de l'énergie et à bouger plus rapidement. Alors, celles-ci vont faire des collisions plus violentes et plus fréquentes. Donc, la pression va augmenter, ce qui fait augmenter le volume. Imaginez une montgolfière qui a une certaine grosseur. Si vous voulez augmenter le volume de la montgolfière, de quelle façon est-ce qu'ils vont faire ceci? Ils vont faire un feu en dessous de la montgolfière pour réchauffer les particules de gaz. Donc, lorsque les particules de gaz vont être réchauffées, ça va leur donner de la vitesse. Ça va faire en sorte que les collisions seront plus fréquentes entre elles, mais surtout vont être plus fréquentes aussi sur les surfaces intérieures du ballon, ce qui va faire en sorte que le ballon va éventuellement augmenter de volume. Et une fois que le ballon a augmenté son volume, cette augmentation de volume résulte en une diminution du nombre de collisions. Donc là, à un moment donné, il y aura un équilibre. Le ballon aura augmenté le volume. Donc, c'est-à-dire les collisions vont diminuer, puis la pression va rediminuer aussi un peu. Alors, la loi de Charles, donc c'est M. Jacques Charles ici, qui est un Français. Vous allez remarquer que pour ce qui est des différentes lois des gaz, c'est souvent des Français qui ont, qui ont élaboré les différentes formules, puis qui ont fait ces découvertes ici. Donc, je ne sais pas ce qui se passait en France dans le temps des gaz, là, mais en tout cas, il semblerait que les Français étaient très, très intéressés par rapport au gaz. Alors, ici, j'ai deux contenants. Le premier contenant a un volume 2V avec une température 2T et avec une certaine pression. Donc ici, si je garde la pression, la même, donc supposons que ça soit ces deux volumes qui contiennent du gaz. Donc je vous rappelle que ces deux contenants ici contiennent du gaz. Si la pression est la même, mais que la température est deux fois plus petite, le volume sera deux fois plus petit. Parce que si on double la température, on excite les particules, on augmente les collisions, qui va faire en sorte que, imaginez, pensez encore une fois à la montgolfière. Si on augmente les collisions, on augmente la température, ça fait en sorte que le volume va augmenter. Donc, la température et le volume sont directement proportionnels. Donc, si je veux isoler, euh, si je veux faire une formule avec ceci, comme j'avais mentionné dans la dernière vidéo, je dois inclure une constante. Donc, à partir de cette proportionnalité ici, je vais diviser par t de chaque côté de l'équation, ou de chaque côté de la proportionnalité. Donc, je vais avoir que V divisé par T égale à 1. Mais ici, si je multiplie 1 par une constante, alors V sur T, au lieu d'être directement proportionnel à 1, va être égal à la constante. Ça veut dire ici que le rapport de V sur T est toujours constant, qui nous apporte finalement à la formule V1 sur T1 égale V2 sur T2. Et quelque chose qui est vraiment ici important à savoir, c'est que la température, quand on parle des gaz en chimie,
la température n'est pas mesurée en degrés Celsius. Donc ici, il va falloir qu'on introduise un nouveau concept qui est le Kelvin. Donc c'est quoi le Kelvin? Je vais l'expliquer ici. Donc, parce que c'est pas dans vos notes ceci, donc je vais l'expliquer. J'ouvre ma tablette. Alors, le Kelvin. Kelvin est une unité de mesure qui est utilisée presque exclusivement en chimie. Donc, 0 degré Celsius, quand on parle de température de fusion de l'eau, 0 degré Celsius, c'est équivalent à 273 Kelvin. Qu'est-ce qui est intéressant entre les degrés Celsius et les Kelvin? C'est que, contrairement aux degrés Celsius et Fahrenheit, où est-ce que l'accroissement n'est pas similaire, ici, l'accroissement est totalement similaire. Ce qui veut dire que à 1 degré Celsius, c'est 274 Kelvin. À 30 degrés Celsius, c'est 303 Kelvin, etc. Donc, ça veut dire à moins 10 degrés Celsius, c'est 263 Kelvin. Donc, il faut savoir, pour convertir la température de degrés Celsius à Kelvin, on doit simplement toujours ajouter 273. Donc, la température, pour faire les calculs des problèmes sur la loi de Charles et aussi les prochaines lois qu'on va voir, la température doit toujours être en Kelvin. Donc, n'oubliez pas de convertir vos degrés Celsius en Kelvin. OK. Donc, on va retourner dans les notes. On va faire les exemples qui suivent. Je les ai copiés ici. Alors, on a un gaz qui occupe un volume de 150 ml à 27 degrés Celsius. Quel sera son volume à 227 degrés Celsius? Donc ici, on va écrire nos données. Alors, V1, donc un volume de 150 ml, donc c'est 150 ml le volume, à une température initiale de 27 degrés Celsius. Quel sera son volume lorsque la température va atteindre 227 degrés Celsius? Donc là, avant de faire le calcul, je vais vous poser la question, d'après vous, est-ce que le volume sera plus grand après avoir augmenté la température ou est-ce que le volume va être plus petit? Donc, si je retourne en arrière dans les notes, on avait dit que la température et le volume sont directement proportionnels. Donc, lorsque un augmente, l'autre augmente aussi. Alors, si on augmente la température, essentiellement, le volume n'a pas le choix d'augmenter aussi. Donc, on va le prouver. Première chose à faire, par contre, c'est de changer mes températures en Kelvin. Alors, je vais ajouter 273. Donc, je vais avoir 300 Kelvin pour la température au départ et 500 Kelvin pour la température à la fin. Alors, V1 sur T1 va être égal à V2 sur T2. Si j'isole V2, ça va me donner V1 T2 sur T1. Donc, j'ai multiplié par T2 de chaque côté pour éliminer mon T2. Alors, ici, je vais avoir V1, c'est 150 fois 500 divisé par 300. Alors, le volume final va être de 250 millilitres. Ou le volume 2 va être 250 millilitres. Alors, vous voyez qu'effectivement, que le volume a augmenté parce qu'il y a eu une augmentation de température. L'exemple 2, un gaz occupe un volume de 200 millilitres à 250 degrés Celsius. À quelle température, ça c'est notre inconnu, ce gaz diminuera-t-il son volume à 110 millilitres? Donc ici, le volume a diminué, alors la température devrait aussi diminuer.
C'est ce qu'on va prouver. V1 sur T1. Ah, mais ici, il ne faut pas oublier de changer nos températures en Kelvin. Donc, plus 273, qui va me donner 350, 250 plus 273 me donne 523 Kelvin. Alors, V1 sur T1 égale V2 sur T2. Alors ici, je dois isoler T2. Alors, je vais multiplier par T2 de chaque côté et ensuite diviser par V1 de chaque côté. Donc, il va me rester T2 égale V2 T1 sur V1. Donc, V2, c'est 110 fois T1 qui est 523 divisé par V1 qui est 200. Alors, la température finale va être de 287,65 Kelvin. Donc, on vient de prouver que la température a diminué parce que le volume avait diminué aussi. Et je vous rappelle que pendant ce temps-là, la pression est toujours constante. OK, prochain exemple. En diminuant la température de moitié, un gaz occupe un volume de 400 cm3. Quel était le volume de ce gaz? Donc, température initiale, on ne le sait pas. Je vais l'appeler X. Température finale, ça diminue de moitié, donc X sur 2. Au départ, à la fin, pardon, à la fin, le volume est de 400 cm3. Donc, quel est le volume au départ? Donc, ici, si vous remarquez, la température a diminué par de 2. Elle est la moitié euh, plus petite après, qui veut dire que le volume, techniquement, le volume devrait être proportionnel à la température. Donc, si la température descend dans une proportion de 1 pour 2, ou oui, 1 pour 2, donc après, donc le volume devrait être aussi dans une proportion de 1 pour 2, qui veut dire qu'au départ, je devrais avoir, normalement, si je divise par 2 que j'obtiens 400 à la fin, donc au départ, je devrais avoir normalement 800 cm3. Donc, je peux le déduire de cette façon-là. Si vous faites ça sur un test, 100%, mais je peux le faire aussi avec la formule. Donc, V1 sur T1 égale V2 sur T2. Donc, V1 va être égal à V2 T1 sur T2. Si je remplace mes variables, donc j'ai 400 x divisé par x sur 2. Donc, je divise par une fraction, donc je multiplie par l'inverse. Donc, 400x multiplié par 2 sur x. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer mes x. Alors, le volume initial ou le volume au départ était de 800 cm3. Alors, je viens de prouver euh, de façon algébrique ce que j'avais déduit déjà de façon analytique. Donc, ça, c'est tout pour la loi de Charles. Maintenant, la loi de Gay-Lussac. Donc, ici, on va faire le lien entre la pression et la température. Alors, Gay-Lussac, c'est en l'honneur de Joseph-Louis Gay-Lussac, un autre Français. Alors, la loi de Gay-Lussac nous dit que la pression d'une quantité fixe de gaz à volume constant est directement proportionnelle à sa température en Kelvin. Donc, loi de Boyle-Mariotte, on avait la température qui était constante. Loi de Charles, on a la pression qui est constante. Loi de Gay-Lussac, on a le volume qui est constant. Donc ici, on va faire le lien entre la pression et la température. Donc, Gay-Lussac a découvert que lorsque la pression augmente, la température augmente aussi, et vice-versa. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, quand vous faites gonfler quand vous mettez du gaz dans une montgolfière, ou quand vous faites chauffer des molécules d'air, euh, le ballon va augmenter en volume, mais aussi la pression augmente à l'intérieur du ballon. Donc, une augmentation de température va faire en sorte que les particules
de gaz vont acquérir de l'énergie, il y aura plus de collisions, donc la pression va augmenter. Et pour partir d'une proportionnalité à une formule, on doit insérer une constante. Donc, j'insère K ici et je divise partie de chaque côté. Donc, P sur T égale à une constante ou est constant. Donc, ça veut dire que le rapport de P sur T va toujours demeurer constant. Alors, P1 sur T1 égale P2 sur T2. Et encore une fois, la température doit absolument, absolument être en Kelvin. Donc ici, vous marquez que j'ai des particules de gaz dans un contenant. J'ai une certaine température. On voit que la pression, donc on a un, je ne sais pas trop c'est quoi exact, ça représente la pression. Donc j'ai une certaine pression à une température T. Si je triple la température, donc je multiplie la température par 3, les particules de gaz vont s'exciter. Il y aura beaucoup plus de collisions, beaucoup plus de collisions entre elles et sur les parois, qui va faire en sorte que la pression va tripler. Donc, au lieu d'avoir une pression P, je vais avoir une pression 3P. Alors, comme j'ai mentionné dans un montgolfière, si vous faites chauffer les particules de gaz, ça va augmenter la pression à l'intérieur du ballon. Ça va faire en sorte que le volume du ballon va augmenter. Donc, c'est le lien entre la pression et la température. Donc, l'exemple qu'on va faire ici pour la loi de Gay-Lussac, je l'ai ici. Alors, j'ai un cylindre de chlore gazeux qui est entreposé dans une pièce bétonnée par mesure de sécurité. Le cylindre est conçu pour soutenir une pression de 50 atm, 50 atmosphères, comme on l'avait déjà appris. Le manomètre indique 35 atmosphères à 23,2 degrés Celsius. OK, on va juste écrire qu'est-ce que c'est qu'on sait jusqu'à maintenant. Donc, on a un cylindre. On a un cylindre ici. Et la pression maximum que le cylindre peut contenir avant d'exploser est de 50 atm. Ça, c'est la pression maximum. On prend la mesure, puis on mesure que la pression est de 35 atm lorsque la température est de 23,2 degrés Celsius. Un incendie accidentel dans la pièce voisine fait augmenter la température à 87,5 degrés Celsius. Quelle pression indiquera le manomètre à cette température? Donc, qu'est-ce qu'on veut vérifier? C'est qu'est-ce qui va être la pression et est-ce que le contenant va exploser? Parce qu'il y a une pression maximum de 50. Donc, on va vérifier est-ce que l'incendie va faire en sorte que le contenant va exploser. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les contenants de gaz, comme les push-push pour la salle de bain par exemple, ils nous disent toujours de ne pas faire chauffer le contenant parce que ça peut exploser. Bon, ben, c'est un lien avec ceci. Si vous lancez euh, une bouteille de spray dans un feu, ça va faire augmenter la température du gaz à l'intérieur. Il y aura plus de collisions, la pression augmente et ça se peut que la pression va être au-dessus du maximum que le contenant peut absorber, donc ça va exploser. OK, donc on va essayer de trouver qu'est-ce qui est la pression finale. Donc, je vais utiliser la formule que j'avais vue tout à l'heure, mais avant, je vais changer mes températures en Kelvin. Donc, je vais changer ces deux températures ici en Kelvin. Alors, 23,2 degrés Celsius plus 273 me donne 296 Kelvin. Et donc j'arrondis, là, j'ai laissé tomber le point, le virgule 2. Et ici, 87 plus 273, ou 88 plus 273 me donne environ 361 Kelvin. Donc j'arrondis 87,5 à 88. OK, donc maintenant je vais vérifier la loi. Donc P1 sur T1 égale P2 sur T2. Ce que je veux isoler, c'est P2. Donc P2 égale P1
T2 sur T1. Alors ici, je vais avoir P1 qui est 35 fois T2 qui est 361 divisé par T1 qui est 296. Alors la pression finale, je prends ma calculatrice, 35 fois 361 divisé 296. Alors la pression va être de 42,6 ou 42,7, je dirais. 42,69 ATM. Donc, ça va être la réponse finale. Donc, est-ce que le contenant va exploser? Il pouvait contenir jusqu'à 50 ATM. Donc, la réponse va être non. Le contenant ne va pas exploser parce qu'il y a encore 8 ATM de pression, ou je dirais 7,4 ATM de pression qui peut encore contenir. Alors, non, non, le contenant ne va pas exploser ici. OK, donc j'espère que c'était clair cet exemple-là. La prochaine section, on parle de la loi générale des gaz. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner toutes les lois qu'on vient de voir. La loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles et la loi de Gay-Lussac. Donc, selon la loi de Boyle-Mariotte, on avait vu que volume est inversement proportionnel à la pression lorsque la température est constante. La loi de Charles, on a vu que le volume est directement proportionnel à la température lorsque la pression est constante. Donc, si on combine ces deux-là, ça va être suffisant. On peut dire que P, que V est proportionnel à T sur P, ou PV est proportionnel à T. Donc, si je divise par T de chaque côté, P fois V divisé par T est proportionnel à 1. Donc là, si je veux avoir une équation, il faut que j'inclue une constante. Donc, je vais l'appeler K3 ou une constante, qui veut dire que le rapport PV sur T est toujours constant, qui m'apporte éventuellement à la formule suivante, P1V1 sur T1 égale à P2V2 sur T2. Et ceci, on l'appelle la loi générale des gaz. Donc, on peut utiliser la loi générale des gaz si les deux conditions, pression et température, varient. Donc, dans chacune des trois lois qu'on vient de voir, il y avait soit la température, soit la pression, soit le volume qui était constant toujours, dans un des trois cas. Mais si les conditions ne sont pas constantes et qu'il y a une variation, on peut utiliser la loi générale des gaz pour pouvoir résoudre les problèmes. N'oubliez pas encore une fois que la température doit être en Kelvin, la pression en kilopascal ou en atmosphère. Donc, ça, on fait un petit exercice. Donc, si la température double, on double la température et on double la pression, le volume final va demeurer pareil. Il faut marquer que la pression est au numérateur et la température au dénominateur. Donc, si je double la pression, je vais avoir 2P. Si je double la température, je vais avoir 2T. Donc, j'élimine mes 2. Alors, dans le fond, le volume n'aura pas eu de changement. Si je triple la température et que la pression triple, le volume demeure pareil. Donc, si j'augmente la température, mettons que je fais chauffer un gaz et que j'augmente la pression 3 fois plus grande au-dessus pour l'éviter de prendre du volume, alors le volume va être pareil. Si la température double, mais la pression diminue de moitié, alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le volume va être 4 fois plus grand. Si je double la température des gaz, la température va doubler de volume. Si je diminue la pression de moitié, le volume va doubler aussi. Alors finalement, le volume va être 4 fois plus grand. Si je diminue 3 fois la température, alors si je diminue la température, le volume du gaz va diminuer 3 fois. Si je triple la pression, donc je mets une pression au-dessus du gaz pour l'écraser, le volume va être aussi 3 fois plus grand. Et si on les multiplie ensemble, 3 fois 3, ça va me donner 9. Alors le volume final va être
9 fois plus petit. Si je double la température, donc les molécules sont excitées, le volume va doubler. Si je diminue la pression 5 fois plus petite, donc si je relâche la pression que je mets sur mon gaz de 5 fois, alors le volume va être 5 fois plus grand. Alors j'ai doublé le volume pour la température, j'ai quintuplé le volume pour la pression. Si je les multiplie ensemble, au total, ça va être 10 fois plus grand le volume final. Donc, il nous reste simplement à voir ces deux exemples-là, puis après ça, on a terminé. Un échantillon de gaz occupe un volume de 2 litres à 27 degrés Celsius et sous une pression de 7 fois 10 à la 5 pascal. Quel serait le volume de ce gaz à 227 degrés et sous une pression de 5 fois 10 à la 5 pascal? Donc ici, on va écrire nos données. Donc au départ, j'ai un volume de 2 litres. Température initiale est de 27 degrés Celsius plus 273. Donc, température initiale va être de 300 Kelvin. La pression initiale était de 7 fois 10 à la 5 pascal. Quel serait le volume de ce gaz, dont notre inconnu c'est le volume, à une température de 227 degrés Celsius plus 273, qui me donne 500 Kelvin, et sous une pression de 5 fois 10 à la 5 pascal. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a aucune des composantes qui est constante. On change la température, on change la pression, le volume va sûrement changer aussi. Alors, on va vérifier qu'est-ce qui va être le volume final si on augmente la température et si on diminue la pression. Alors, pour savoir ceci, qu'est-ce que le volume final, on va utiliser la formule de la loi des gaz, P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2. Donc ici, j'espère que vous êtes confortable avec comment travailler avec des formules, comment les réarranger pour isoler une variable. Ce que je vais isoler, c'est V2. Donc, pour pouvoir isoler V2 ici, il faut que je multiplie par T2 de chaque côté et que je divise par P2. Donc, je vais faire la même chose ici, fois T2 divisé par P2 pour pouvoir éliminer mes P et mes T. Alors, je vais avoir la formule V2 égale à P1V1 T2 sur T1 P2. Donc, en remplaçant chacune de ces variables-là, j'ai 7 fois 10 à la 5 fois 2 fois 500 divisé par 300 multiplié par 5 fois 10 à la 5. Alors, V2 est égal à 4,67 litres. Alors, le volume va augmenter, pas beaucoup, mais euh, ici, vu la température augmentée, on pensait que le volume allait augmenter, oui, mais la pression diminue. Ah oui, donc la pression diminue aussi. Donc, vu que les deux composantes font en sorte que ça aide à augmenter le volume, donc le volume va augmenter. Donc, on aurait pu déduire ceci depuis le début que le volume aurait été plus grand. Donc, ma réponse finale, 4,67 litres. L'exemple 2, un gaz occupe un volume de 5 cm3 à pression standard. Donc, ça veut dire que la pression est 101,3 kPa. Quel serait son volume si vous doublez la pression? Donc, la pression 2 va être 202,6 kPa. Quel serait le volume si vous doublez la pression et que vous diminuez la température de moitié? Alors, température 1 était X, température 2, alors va être X sur 2. Donc, si je double la pression, alors le volume va être 2 fois plus petit. Et si je diminue de moitié la température, alors le volume va être aussi 2 fois plus petit. Alors 2 fois 2, ça donne 4.
Alors, techniquement, le volume devrait être 4 fois plus petit. Euh, OK, ici, je viens de voir ici, dans le problème, ça devrait être 50. Si je fais le changement, ça devrait être 50 cm3. OK? Ça, c'est une erreur de ma part. Ça devrait être 50 cm3 ici. Oups. Donc, si j'avais 50 cm3 et que je viens de déduire que le volume devrait être 4 fois plus petit, le volume final devrait être environ 12,5 cm3. Mais on va le calculer de façon algébrique. P1, V1 sur T1 égale P2, V2 sur T2. Ce que je veux isoler ici, c'est V2. Donc, ça va être la même chose que tout à l'heure. Je vais changer de couleur. V2 égale P1, V1, T2 sur T1, P2. Alors, ça va être 101,3 fois 50 fois x sur 2 divisé par euh, x fois P2 qui est 202,6. Alors ici, le 2 divise tout parce que je multiplie 50 fois x sur 2. Donc c'est comme si j'aurais 101,3 fois 25 fois x. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux éliminer mes x en haut et en bas. Et au lieu d'avoir 50 et 2, je vais faire 25. Donc si je fais 101,3 fois 25 divisé par 202,6, effectivement, le volume, comme on l'avait déduit, est de 12,5 cm3. Donc le volume sera 4 fois plus petit parce qu'on a doublé la pression et on a réduit de moitié la température. Donc, en d'autres mots, on aura affecté négativement le volume par un facteur de 4. OK, donc j'espère que c'était clair pour ceci. Donc, je vais placer le devoir sur Classroom et ça va être votre devoir pour cette semaine. Il nous reste un seul vidéo à faire dans le module. Donc, la semaine prochaine, on devrait pouvoir terminer le module 3. OK, bonne semaine tout le monde. Bonne journée.